Multi 21, c'est. Yeah, Multi 21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi 21, troisième et dernière partie de la grande preview de pré-saison de Formule 1 2021. Je suis toujours en compagnie de Clyde, de Paul, d'Aurélien et de Louis. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à une écurie qui, comme Alpine la dernière fois, a changé de nom. C'est Racing Point qui est devenu Aston Martin, mais une écurie qui est beaucoup plus saine à l'intérieur et à l'extérieur. Aston Martin est derrière sous le nom de Racing Point, c'était une victoire, 4 podiums, une pole, 195 points. Déjà avec Lance Stroll, mais exit Sergio Perez, bienvenue Sébastien Vettel, quadruple champion du monde. Et là, messieurs, un dilemme. Je vais laisser Paul commencer sur ce dilemme. Sébastien Vettel n'a jamais battu un coéquipier qui était plus jeune que lui et plus inexpérimenté. Lance Stroll n'a jamais battu un coéquipier qui était plus expérimenté que lui. Comment va se dérouler cette saison 2021 entre les deux ? Alors, je l'ai déjà dit et je le répète et je préviens la FIA, une des deux Aston Martin, voire les deux, vont exploser sur la ligne du départ du premier Grand Prix à Bahreïn. Voilà, je préviens, c'est obligé. On est dans une situation impossible, C'est un un paradoxe. paradoxe complet. Voilà, ça ne peut se résoudre qu'avec une explosion. Voilà, on le dit. Ensuite, plus sérieusement, pour parler d'Aston, je te laisserai, je pense, plus la main, mais globalement, il faut reconnaître quand même qu'on a un duo qui est peut-être pas le plus sexy sur la grille, mais qui est quand même pas dégueulasse non plus, quoi. Oui, effectivement, oui, tout à fait, tout à fait. C'est un bon duo. Après, il faut voir quand même, enfin, je vais te laisser en parler, mais il faut voir quand même ce que vaut Vettel après cette saison 2020 qu'il l'a usé jusqu'à la moelle. Alors, c'est sûr que Vettel a fini mentalement, comme tu dis, il était claqué. On va pas se mentir, le pauvre, ça se sentait. On l'a vu débarquer chez Aston à moitié chauve. Franchement, c'était à la fois drôle et tellement, tellement vrai en fait. Ça sentait le vrai, quoi. Tu sentais le bonhomme qui sortait de chez Ferrari rincé, quoi. Mais bon, voilà. Est-ce que c'était la meilleure solution pour Aston? Je ne sais pas, mais ce qu'il faut en fait pas oublier, c'est aussi que Vettel, il a un côté marketing, c'est-à-dire qu'il pousse en Allemagne, il pousse le partenariat avec un peu Mercedes, puisque on se rappelle quand même que les Aston, aussi bien en Formule 1 que dans le monde réel sont motorisés par des moteurs Mercedes, donc le lien est très fort entre les deux. Et avoir un pilote allemand dans une voiture poussée par un moteur Mercedes, eh ben, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Donc, à un moment, il faut rappeler voilà, que Vettel, même si beaucoup de gens ne l'aiment pas, même si on peut juger de la pertinence de ses qualités, de son coup de volant, ben, derrière, il y a quand même un petit peu, il y a quelque chose, quoi. C'est quelque chose de réfléchi. Et quand on voit ce qui s'est passé avec le père Stroll, euh, je pense qu'au départ, on se posait beaucoup de questions sur le sujet. Maintenant, et il faut reconnaître que il s'est pas viandé, qu'il sait gérer son business, qu'il va dans le bon sens et que pour l'instant, ben, moi, cette histoire Aston Martin, même si elle est un peu cafouilleuse et un peu compliquée, ben, on se retrouve avec une bagnole qui tient la route, alors pour diverses raisons, mais globalement, comme on l'a dit, ils ont peut-être copié Mercedes, mais à un moment, réussir à copier une voiture et à la reproduire, bah, il faut quand même avoir les mecs qui ont du talent derrière. Louis, notre ingénieur en chef, saura vous parler hein, de ces qualités qu'il faut avoir. Du coup, ce qu'il faut se dire, c'est quand même que Stroll, eh ben, il est là d'un côté business. Et d'un côté business, eh ben, moi, ça tient la route, Aston Martin. Stroll Junior, même si il est un peu en dents de scie, bah, il a quand même montré claquer une pole en Turquie l'année dernière et c'était quand même super sexy à regarder. Le père Vettel, mine de rien, je pense qu'il a peut-être été essoré par Ferrari, mais le fait de sortir du giron de Ferrari va sans doute lui faire le plus grand bien au monde. Et ben, si on combine tout ça ensemble avec un moteur Mercedes, une voiture qui tire pas trop mal, je pense que ça devrait bien aller. Alors, tu pourras nous parler un peu plus, je pense, des essais, Clément, mais globalement, en dehors peut-être des essais qui ont été un peu chaotiques pour commencer, si je me souviens bien, il y a eu un changement de boîte au premier Tout jour ou à quelque chose fait, comme tout à ça. Enfin fait. voilà, quelque chose de pas top génial. Mais les essais, en fait, c'est là pour ça. Il faut rappeler, les essais, on les fait pour faire des erreurs aux essais, pour ne pas les refaire ensuite derrière pendant le Grand Prix. Donc globalement, j'ai un petit point d'interrogation, je le reconnais, mais c'est pas non plus, je pense, la catastrophe. Et je pense que effectivement, Aston sera là encore cette année pour se battre pour la P3.
T'as dit énormément de choses avec lesquelles je suis d'accord. C'est Aston Martin. Moi, je suis hyper content de ce que fait Lawrence Stroll. J'avais très peur au départ. J'avais très peur surtout qu'ils partent dans tous les sens, qu'ils partent en F1, en hypercar, qu'ils mettent le GT3, qu'ils mettent le DTM, qu'ils balancent tout ça. Il a tout mis de côté, il a tout arrêté, tous les programmes, à part le GT4 en compétition client, le GT3 en compétition client et la F1. Ils ont fait des essais cette saison hyper discrets, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé simplement. Vettel a très peu roulé, et ça va amener mon deuxième point après, mais Lance Stroll, ça a été hyper régulier. Ils ont fait beaucoup d'essais sur les pneus les plus durs, sur les pneus qui vont être utilisés le plus souvent sur les premiers meetings, donc les gommes médium, les C3. Ils ont jamais cherché à les claquer un temps pour aller se mettre en haut de la feuille des temps, comme parfois certaines équipes peuvent le faire, certaines nouvelles équipes, pour montrer, regardez, on arrive, on est là. Ils ont extrêmement bien bossé, et j'ai quasiment aucun doute sur l'équipe, puisqu'on sait depuis des années que cette écurie basée à Silverstone, quand elle s'appelait Force India, même avant, bossait très bien avec très peu de moyens. Là, ils vont en avoir et c'est nickel. Moi, Vettel, c'est là où je me pose la question. Il y a 2 ans, on avait annoncé en début de saison, au moment où Leclerc arrivait chez Ferrari, je me souviens avec Aurélien que c'était la fin de Sébastien Vettel. Et les 2 années suivantes nous ont pas forcément donné tort. Après, maintenant, est-ce que c'était lié à Ferrari ou est-ce que c'est lié à Sébastien Vettel? C'est cette saison-là qu'on va le savoir. Moi, j'ai peur pour lui, qu'il écorne vraiment son image avec cette saison. J'espère que Aston ne s'est pas trompé à enlever Sergio Pérez pour le mettre lui. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Après, tout à l'heure, on disait baser son projet sur Alonso qui a 40 ans, c'est pas fou. Baser son projet sur un pilote qui en a 35, mais qui en a 34 ou 35, mais qui a l'air essoré et qui vraiment a l'air usé par son passage chez Ferrari. Je sais pas si c'est mieux, donc à voir ce qui va se passer. Je pense qu'on aura une vraie réponse sur l'avenir de Sébastien Vettel à la fin de la saison, puisqu'on sera en dehors du contexte Ferrari, mais c'est le seul point d'interrogation que j'ai, et on parle quand même d'un mec qui est à la base 4 fois champion du monde, donc qui peut se relever, et qui, s'il se relève, ça peut être magnifique. Et dans ces cas-là, Aston, le trio de devant des 3 écuries dont on va parler après est très fort, mais Aston peut tout à fait se battre pour les podiums, pour les victoires, pour des pôles. Il n'y a aucun souci. Ils auront les mecs pour le faire. Ça y est, Lance Stroll a fait des pôles et des podiums. Sébastien Vettel est 4 fois champion du monde. Les mecs ont l'expérience, ils n'auront pas la pression, ils ne craqueront pas dans les gros moments. Donc voilà, il n'y a pas de souci. L'écurie a gagné l'an dernier à Bahreïn, a failli le faire à Istanbul. Donc moi je suis très très optimiste pour cette écurie Aston qui a été parfait de bout en bout depuis la reprise par Lawrence Stroll. On va passer désormais à une écurie qui elle aussi vogue pour le mieux depuis 2 saisons et depuis le départ de Fernando Alonso, de tout ce capharnaüm et de Honda surtout. C'est McLaren qui s'est remis dans le droit chemin, McLaren qui accueille cette année Daniel Ricciardo. McLaren l'année dernière c'était 202 points, 2 podiums seulement, mais 3 meilleurs tours. Et cette nouvelle McLaren qui est en fait la même que l'an dernier mais avec un moteur Mercedes, c'est Louis qui va nous en parler parce qu'il y a vraiment des choses optimistes à dire sur McLaren cette saison. Bah oui, depuis le départ de Fernando Alonso, effectivement, cette écurie McLaren a commencé à se reconstruire. Elle était au fond du gouffre et petit à petit, on a fait table rase du passé et on a essayé de reconstruire une belle écurie sur des bases solides et ça marche bien. Force est de constater que ça marche bien. Alors, beaucoup disaient pas mal de mal de Zak Brown quand il est arrivé et ne croyaient pas vraiment que Zak Brown aurait les capacités de remettre McLaren sur le droit chemin. Et pourtant, Zak Brown a fait, je crois, un excellent travail avec McLaren. Depuis le début, je suis assez confiant sur ce qu'il fait, en tout cas beaucoup plus que ce que faisait Eric Boulier en son temps. Mais donc j'aime beaucoup le travail effectué par Zak Brown. Parmi les choses qu'il a réalisées, il y a avoir fait venir Andreas Seidel, qui était le leader de l'équipe Porsche notamment à l'époque, au Mans lorsqu'ils ont tout gagné. Et Andreas Seidel, il s'est très très bien acclimaté à la Formule 1. Il mène parfaitement ses troupes aussi, ça se passe très bien. Il y a aussi l'arrivée de James Key, qui était le directeur technique chez Toro Rosso et qui faisait des merveilles avec peu de moyens. Et là, il a beaucoup plus de moyens et il fait encore de très bonnes autos. Des autos qui marchent bien sur tous les circuits, qui sont assez performantes. Donc les 2 pilotes qui sont Norris et Ricciardo cette année sont aussi très très bons et vont profiter du coup d'une bonne voiture. La petite inconnue, ça reste Ricciardo. Il avait mis pas mal de temps à s'acclimater à sa Renault il y a 2 ans. Est-ce que l'acclimatation à la McLaren sera plus rapide? Je lui souhaite en tout cas. J'espère qu'il va performer rapidement avec la McLaren. C'est une écurie pour laquelle tout se passe bien.
Pour l'instant, en tout cas, tout se passe bien. Troisième du championnat constructeur l'année dernière. Ce sera difficile face à Aston Martin cette année, mais ils ont les moyens pour le faire. Et surtout, ils ont passé des excellents, enfin en tout cas de très bons essais hivernaux. C'est pas eux qui ont le plus roulé, c'est pas eux qui ont fait les meilleurs temps, mais en l'occurrence, ils ont dégagé une impression de sérénité qu'on n'avait pas vue depuis longtemps chez eux. Totalement, ouais. Et Totalement. c'est finalement ça qui donne confiance en l'équipe, c'est que tout le monde a l'air d'avoir fait ce qu'il avait à faire. Et même si les temps ne sont pas là, si le nombre de tours n'est pas vraiment là non plus, bah en tout cas, on a l'impression que cette équipe, elle fait ce qu'elle a à faire, elle s'occupe pas de ce qu'on pense d'elle. Et finalement, bah, c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver. Maintenant, j'ai mis un petit bémol quand même. C'est vrai que la santé financière de l'écurie n'est peut-être pas la meilleure, puisqu'on parle d'une vente du fief historique de McLaren, hein, le Technology Center à Woking, qui devrait être en vente d'ici peu de temps pour renflouer les caisses. Et c'est un petit peu inquiétant, mais c'est vraiment la seule ombre au tableau d'une équipe qui est en pleine ascension. Et j'ajouterais pour compléter sur les tests, sur ce que tu as dit, effectivement, là, on avait l'impression que les chronos n'étaient pas vraiment là, mais par contre, si on observe bien leur run le plus rapide, donc quand ils ont fait des simulations de course, quand on prend le run le plus rapide sur chaque pneu dans ces séances, ils sont à chaque fois sur le podium, ils sont vraiment pas loin, donc finalement, ils ont pas fait. Ils n'ont pas fait de bruit, mais ils ont claqué des performances quand même assez discrètes, mais toujours bien placées, donc c'est très optimiste pour la suite. Clyde, sur cette écurie Mercedes. McLaren, pardon. Oui, bah, moi, ma McLaren, bah, on l'a déjà dit, hein, ça fait quand même plusieurs années. Alors, je lis pas ça forcément au départ d'Alonso, même si ça a dû aider. Je pense que c'est le départ d'Honda qui a commencé à déjà relancer un petit peu l'écurie, parce que 2018, on a l'impression que c'était au fond du trou, mais on les voyait déjà commencer à travailler sur l'avenir. Le départ d'Alonso et surtout, je pense, faire table rase du passé en termes de pilote. Euh, Cette décision de Zach Brown de repartir avec deux pilotes qui ne connaissaient pas McLaren, de vraiment reconstruire, d'amener Seidel et Key, ça a vraiment donné de l'allant à l'écurie. Et bah, les résultats ont été de mieux en mieux. Alors, suffisamment pour accueillir Ricciardo qui avait hésité avec McLaren quand il était parti de chez Red Bull. Donc ça, c'est vraiment un gros signe fort pour eux. J'étais un petit peu inquiet effectivement sur cette transition parce qu'on passe à vos moteurs Mercedes. Alors, le problème de McLaren, comme souvent c'est les écuries comme Williams qui ont été grandes à un moment, c'est qu'on est dans une Formule 1 qui est une Formule 1 de constructeurs maintenant. On a besoin d'avoir des constructeurs, des Mercedes, des Ferrari, des Renault, des Honda qui font les moteurs. Et ces constructeurs-là, ils viennent aussi avec leurs équipes. À part Honda, mais Honda, ils faisaient de Red Bull leur équipe, on va dire. Et ça pose problème. Ça posait un problème déjà avec Renault, parce qu'on avait Renault contre McLaren. Est-ce que Renault... Alors Renault a toujours été réglo, hein. On sait que, enfin, on a des doutes sur Mercedes. Est-ce que Mercedes est aussi réglo avec ses clients qu'ils sont censés l'être? Alors maintenant il y a des réglementations, mais je me souviens de Grosjean qui racontait à Spa 2015 que les ingénieurs Mercedes étaient venus dans son stand, avaient tripoté un truc et tout d'un coup il avait je sais plus combien de chevaux en plus. Donc j'étais un petit peu inquiet avec ce. Et en plus de ça, changer de moteur, ça signifie changer beaucoup de choses sur la voiture. Et ils ont dû dépenser leurs jetons, non pas pour améliorer la voiture, mais pour l'adapter à un moteur qui n'était pas le leur. Apparemment, ça a marché. Et ça, c'est vraiment très bien pour l'écurie. Ça veut dire que si leur installation est bien faite, bah, c'est du temps, de l'énergie, de l'argent, des ressources qui seront dépensées à améliorer les voitures pendant la saison et surtout à préparer 2022 avec une bonne base, un moteur qui est bien dans la voiture. Ça, c'est très très bien. Et sur leurs essais, bah, comme l'a dit Louis, hein, ils étaient hyper sereins. Et ça faisait du bien. Parce que c'est pas forcément le cas, surtout quand on découvre un nouveau moteur, un nouveau pilote. Donc la petite inquiétude, il a dit, c'est l'adaptation de Ricciardo. Je pense que ça va quand même se faire assez plus vite. Parce que Ricciardo, ce qu'il avait gêné, c'est que Renault n'avait pas la niaque. Il passait de Red Bull où ils ont envie de gagner, ils ont envie de gagner, ils ont envie de gagner. Avec Renault, bah, il a dû leur inculquer une stratégie de gagnant. McLaren, je pense qu'ils y sont déjà. Et ça fait une grosse différence.
Et d'ailleurs, pour finir sur le sujet des essais, je pense qu'on les avait pas vus aussi sereins depuis 2012. C'était la dernière saison où ils avaient vraiment une voiture compétitive et où ils étaient complètement sereins sur leur voiture. Donc on parle de saison où ils jouaient le titre mondial et donc ça fait plaisir. Tu parlais de Honda, qui était motoriste, qui est motoriste jusqu'à la fin de la saison et qui passera la main à partir de 2022 à Red Bull. Red Bull Racing qui s'annonce comme comme le principal contenders de Mercedes cette saison. Red Bull Racing qui emploie un nouveau pilote, Sergio Pérez, incroyable, voir Pérez dans un top team, ça fait plaisir. Et je vais laisser Aurélien parler de ce team Red Bull qui avait l'air des plus sereins lui aussi pendant les essais et des plus forts peut-être pour concurrencer Mercedes. Ah bah oui, oui, carrément. Si on se fie qu'aux essais, Red Bull est l'équipe à battre cette année. Mais bon, en réalité, c'est pas aussi limpide que ça. Red Bull qui était déjà très fort l'an dernier, hein, il y a qu'à entendre les commentaires d'Hamilton qui limite était inquiet en fait, hein, pour son statut de numéro un tant Red Bull le performait. Verstappen qui remporte même, hein, la dernière course de l'année, preuve que l'équipe termine sur une bonne note. Et en fait, ce qui leur manquait véritablement, c'était un bon deuxième pilote. Et il semble qu'ils l'ont trouvé en la personne de Sergio Pérez. C'est assez surprenant, hein, d'ailleurs, de voir Pérez dans une Red Bull parce que c'est pas un membre du programme en fait. Et il me semble que c'est le premier homme depuis un certain Mark Webber en 2007 à avoir la chance de conduire une Red Bull. Mais bon, c'est pas forcément un aveu de faiblesse de la part de Red Bull de dire notre programme ne marche pas. Non, ils ont un bon vivier de talent, hein. Il n'y a qu'à voir Gasly, il n'y a qu'à voir Tsunoda, mais il manque encore d'expérience. Et voilà, Pérez, bah justement, il a de l'expérience, il est passé par 4 équipes avant Red Bull, il a eu plein de podiums, même une victoire désormais. Et bah, c'était vraiment la personne, la pièce du puzzle qui manquait pour voir peut-être Red Bull concurrencer Mercedes pour la lutte pour le titre. Après, est-ce qu'il y aura vraiment une concurrence? Je ne suis pas vraiment certain, mais après ça, on en parlera plus en parlant directement de Mercedes, hein. Mais moi, cette saison, Red Bull, je les vois très bien placés, bah, comme c'était le cas en 2020, comme c'était le cas aussi en 2019 et toutes les saisons précédentes. Paul, pour compléter ce que dit Aurélien, avant de te laisser la parole, effectivement, Red Bull qui en plus a quasiment fait les meilleurs tours sur tous les types de pneus durant les 7 précédents, a fait les meilleurs runs, les meilleures simulations de course sur tous les types de pneus aussi. Red Bull qui cette année va enfin bénéficier d'un second pilote, c'est la première fois depuis 2018 et la dernière saison de Ricciardo. Red Bull qui semble à l'orée d'une nouvelle réglementation en 2022, parfaitement en position pour reprendre son trône délaissé il y a bien longtemps. Alors oui, hein, je confirme ce que dit Aurélien. Red Bull ne m'a pas jamais semblé aussi solide cette année qu'ils ne l'ont été les années précédentes. Est-ce que ce sera suffisant pour aller chercher le championnat? Je ne sais pas. Si j'étais devin, ça ferait longtemps que je serais milliardaire. Malheureusement, je vous confirme aujourd'hui que je ne le suis pas, hein, voilà, milliardaire, ni devin d'ailleurs. Néanmoins, voilà, ouais, je pense que cette année, comme l'a dit Aurélien, ils ont 2 pilotes solides, ils ont une voiture qui m'a l'air plutôt bien née, enfin, un moteur plutôt bien né, enfin. Donc, clairement, ils ont le bagage pour aller chercher. Maintenant, à voir à quel point Mercedes a ou pas traîné pendant ses tests volontairement ou pas. Voilà, on en débattra après. Mais en tout cas, pour Red Bull a en tout cas cette chance cette année d'aller chercher ce titre, enfin. Maintenant, est-ce que ce sera possible? On a vu récemment une interview de Perez, je crois pas plus tard qu'aujourd'hui d'ailleurs, disant que Verstappen ne jouait pas à de jeux politiques à Red Bull. J'ai envie de lui dire, alors Perez, t'en as dit des conneries, t'as tourné autour de la vérité à des moments dans ta vie, mais là clairement, c'est un peu pousser le vice, hein. Dire que le Verstappen, père et fils d'ailleurs, ne joue pas à des jeux politiques, c'est quand même un petit peu gros, surtout chez Red Bull. Franchement, j'attends de voir. J'attends de voir. Alors, j'ai peur que ça fasse un peu des étincelles. J'ai vraiment une très haute opinion de Perez et aussi de Verstappen. Donc moi, j'ai plus peur quand même que ça aille se marcher un peu sur les pieds et que après Multi 21 au nom du code envoyé par Red Bull à l'époque, on est Multi 21, bah, c'est sur l'année. Voilà, le retour, la version 2, la deuxième version.
Sans doute pour cette année. On verra ça. Bon, heureusement, il n'y a pas de Grand Prix de Malaisie, donc déjà, et ni de Grand Prix de Turquie, donc déjà, on devrait éviter de revivre ces épisodes-là. Mais il y a l'Azerbaïdjan, et on se rappelle de Ricardo et Verstappen en Azerbaïdjan. Bon, on va terminer par les grands favoris de cette saison, bien évidemment. Mercedes, 573 points l'an dernier, champion, 13 victoires, 25 podiums, 15 pôles, 9 meilleurs tours. L'Empire en personne, avec un Lewis Hamilton qui vient cette année pour aller chercher un 8e titre de champion du monde et être tout seul sur le toit du monde, délaissé Michael Schumacher d'un record qui semblait inatteignable il y a encore quelques années. Clyde, je vais te laisser en parler, mais qu'est-ce qui peut freiner les champions du monde dans leur lutte? On les a vus un peu en difficulté en essai, mais est-ce que c'est réellement en difficulté ou est-ce que c'est dû au perfectionnement d'une voiture qui était déjà extrêmement rapide l'an dernier? C'est toujours la question qu'on se pose avec Mercedes parce que c'est pas la première fois. Ils ont jamais fait des essais extraordinaires, même en 2014. C'était Williams, je crois, qui avait été le plus rapide. En 2019, ils avaient fait une première semaine qui était vraiment pas catastrophique, mais qui était inquiétante. Et puis ils sont arrivés en deuxième semaine avec plein d'évolutions et ils ont roulé sur les autres. Donc on peut toujours se poser la question. J'ai lu ici ou là qu'ils avaient mis des sacs de sable dans la voiture. Je pense quand même qu'il y a moyen de... Alors, qu'est-ce qui peut arrêter Mercedes eux-mêmes. Je pense qu'il y a moyen de s'inquiéter pour eux, pour plusieurs raisons. Déjà, clairement, on est à la fin d'une période. Lewis Hamilton passe ses dernières années en Formule 1, si ce n'est sa dernière année. Je me pose la question... Les deux pilotes sont en fin de contrat à la fin de la saison, précisons-le. Exactement, Bottas les deux Hamilton. pilotes sont en fin de contrat. Mais Hamilton, surtout, il était en fin de contrat l'année dernière et au lieu de renouveler pour 3-4 ans, pour 2 ans, il a renouvelé pour 1 an et ça a pris extrêmement longtemps. Ça a pris toute l'année 2020. On n'a parlé que de ça. Ça a pris une partie de l'intersaison. On ne parlait que de ça. Pourquoi Hamilton et Mercedes ne signent-ils pas? Quelles sont les raisons? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est autre chose? Et finalement, il signe que pour 1 an. Et je pense que c'est une volonté d'Hamilton de commencer à préparer l'après Formule 1. Et pas l'après Mercedes, mais l'après Formule 1. Donc ils ont un pilote qui clairement se dit, peut-être, je pense qu'il s'est posé la question s'il n'avait pas arrêté en fin d'année dernière, s'il s'était pas dit, allez c'est bon, en plus je me suis tapé le Covid, c'est bon là, je pense que je pourrais pas faire mieux. Puis il s'est laissé convaincre quand même, allez, une dernière année, choper le record de titre de Schumacher, et ensuite je m'en vais. Alors peut-être qu'il refera 1 an en plus s'il chope pas le titre, je sais pas, mais je pense qu'on est clairement sur la fin d'un cycle. Toto Wolff, il est aussi s'est posé la question s'il continuait, de quelle façon il continuait. Finalement, il y a que Bottas qui veut rester. Sauf que Bottas, on lui colle des contrats d'1 an en attendant Russell, quoi. Donc je pense qu'il y a ça et ça quand même influe sur peut-être l'ambiance de l'écurie. Ils ont tout raflé en 2020 et en même temps il y a eu une saison où ils étaient peut-être un petit peu plus chahutés sur certaines choses. Donc je pense qu'en fait ces essais-là c'était pas du bluff. Je pense qu'ils ont une voiture qui est pas tout à fait au point et ils ont une très bonne voiture à mon avis, mais qui est pas tout à fait au point, qui a besoin encore de travail, qui est très instable à l'arrière. Des problèmes de fiabilité qui sont sur le point de régler, j'espère. Et ils sont pas aussi sereins qu'ils devraient l'être. Donc je pense qu'en début de saison, en tout cas, on va les voir se faire taper par Red Bull. Mais ça reste Mercedes. Ils vont réagir, ils vont améliorer tout ce qu'il faut et ils vont probablement quand même rouler sur tout le monde à la fin de l'année. Et puis sur un calendrier de 23 courses, il y a plus de temps pour se remettre, c'est moins grave c'est long. Voilà, c'est de ne pas être bon pour les premières courses. Pour terminer sur ce que tu disais sur ce train arrière un peu joueur, il y a 3 personnes qui ont fait des commentaires un peu similaires dessus. C'est Romain Grosjean, Jolyon Palmer et Pedro de la Rosa, donc des pilotes qui ont couru à Bahreïn ces dernières années, et qui disaient que la Mercedes avait l'air instable dans les virages 11, 12 et 13, et que ces virages étaient les seuls à Bahreïn qui étaient très significatifs du comportement d'une voiture en courbe rapide, puisque ces 3 courbes qui, on accélère dans le virage 11 jusqu'au virage 12, on freine en virage dans le virage 13 avant de redescendre, donc on a un dénivelé et des courbes rapides. Et de voir Lewis Hamilton sortir à la sortie de ce virage 13, voir Valtteri Bottas être obligé de faire des corrections en plein virage 12,
ça a amené ces trois hommes-là, donc Palmer, De La Rosa et Grosjean, à dire que il y avait peut-être un petit souci de conception sur le train arrière en courbe rapide, mais voilà, c'était pas forcément inquiétant pour la saison, mais que sur les premières courses, ça sera surveillé parce que elle était quand même très très joueuse du train arrière. Donc c'est pour compléter ce que tu disais, effectivement, peut-être qu'en début de saison, on aura une Mercedes un petit peu derrière la Red Bull. Justement, messieurs, je vais vous laisser me donner chacun votre tour. Déjà, votre rookie de l'année. Aurélien, ton rookie de l'année. Euh, pour moi, c'est assez évident, Tsunoda. Clyde, ton rookie de l'année. Alonso. Non, je déconne. Tsunoda, évidemment. Je vois pas les deux autres, Schumacher et Mazepin, aller à sa cheville. Paul, ton rookie de l'année. Je me fais voler ma blague, quoi. Ça fait 2 heures qu'on est en call et je me fais voler ma blague par Clyde, quoi. Non, bah, Tsunoda, évidemment, je pense qu'on sera tous d'accord. Mazepin est complètement out et Schumacher, même si j'apprécie le personnage, je pense qu'il a sa place en F1. On sait que ça n'a jamais été un grand performeur sur la première saison. C'est Exactement, quelqu'un ouais. qui prend son temps pour apprendre. Et donc, je ne le vois pas performer cette année, encore plus quand on sait qu'il conduit une As. Voilà. Je vais aller totalement dans ton sens. On l'a vu en F3 mettre une année avant de gagner, en F2 mettre une année avant de gagner, donc il n'y a pas de raison qu'en F1, la première année, il soit extrêmement rapide. Donc je vais aller pour Tsunoda aussi. Et sachez que Louis, qui nous a quittés, est aussi parti pour Yuki Tsunoda. Je vais revenir vers Aurélien pour ton podium final de l'année, pilote et constructeur. Alors là, ça va être assez difficile, mais je vois quand même, pardon, je vois quand même Mercedes et Hamilton finir en tête. Donc Hamilton avec le titre pilote et Mercedes avec le titre constructeur. Et concernant le podium, je vois Verstappen vice-champion du monde devant Bottas. Voilà, on n'est pas passé loin l'an dernier. Il y a eu quelques soucis de fiabilité pour Verstappen, quelques courses où il était un petit peu en deçà. Mais cette saison, avec le package qu'a Red Bull, voilà, je vois vraiment Verstappen devancer Bottas, ce qui serait vraiment une humiliation suprême pour Bottas et peut-être un coup de pied au derrière pour Mercedes, pour qu'enfin ils changent leur line-up de pilotes. Et concernant les équipes, donc Mercedes première, Red Bull deuxième et la troisième place assurée par McLaren. Eh ben écoute, tu vas pareil que Louis qui avait mis comme toi Hamilton, Verstappen, Bottas et Mercedes, Red Bull, McLaren. Paul, je vais te laisser passer avant Clyde pour éviter qu'il te pique une autre blague. Ton podium pilote et ton podium constructeur. Alors, moi, je vais commencer par le podium constructeur parce que c'est plus simple. Je vois Red Bull champion cette année devant Mercedes parce que pour moi, le duo Verstappen-Perez est beaucoup plus solide et beaucoup plus intéressant que le duo Hamilton-Bottas, où on devrait d'ailleurs parler pas de duo, puisque pour moi, il n'y a qu'Hamilton qui tient la route chez Mercedes. Donc, ce podium serait donc Red Bull, Mercedes, et je mets moi aussi McLaren en troisième position. Concernant les pilotes, c'est un peu plus compliqué. Je pense quand même que Mercedes a beaucoup tourné avec les sacs de sable. On repassera sur les quelques blagues qu'on a vues à ce sujet-là. Mais oui, je pense que Mercedes a largement ralenti pendant les essais. Et je vois donc Hamilton finir premier devant Verstappen et donc troisième, Perez. Alors ça c'est intéressant, ça c'est un pronostic qui me plaît. Clyde. Bah, finalement, effectivement, la question c'est. Enfin, pour moi, le line-up de Red Bull est beaucoup plus intéressant que celui de Mercedes. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais Bottas, je vois pas trop ce qu'il fait encore chez Mercedes. Surtout pour préparer l'avenir. J'aurais mis Russell, mais c'était peut-être aussi une demande à Hamilton de ne pas se faire trop taper par un rookie pour sa dernière saison. Mais je pense que Russell sera dans une Mercedes d'une façon ou d'une autre en 2022. Donc, du coup, Bottas, moi, j'y crois moyen. Et j'ai envie de mettre Hamilton champion parce que je pense qu'il va vouloir avoir ce 8e titre. Verstappen derrière et Perez derrière, peut-être même devant Verstappen, pourquoi pas. Je sais pas, mais je vois Red Bull vraiment très très haut. Champion, peut-être pas. Donc peut-être plutôt Mercedes champion encore, surtout s'ils règlent leurs problèmes de train arrière. Et Red Bull derrière, mais vraiment pas loin ou vraiment en compétition quoi. En troisième, j'en ai aucune idée. C'est vrai que avant les essais, j'aurais peut-être dit Aston Martin. Sauf qu'ils m'ont fait un peu peur quand même pendant les essais Aston Martin. Du coup, je vais choisir la sécurité et dire McLaren. Bah écoute, moi je vais aller exactement comme toi, du coup Mercedes, Red Bull, McLaren et Hamilton, Verstappen, Perez, puisque voilà, comme Paul et comme toi, je crois que notre ami Bottas
vit ses derniers instants de gloire et que l'an dernier il était bien, bien aisé parce qu'il n'y avait pas de second pilote chez Red Bull, il y avait Alexander Albon. Là, ça va un peu changer et la dernière fois que c'était le cas chez Red Bull avec 2 vrais pilotes, c'était 2018 et on rappelle que Valtteri Bottas avait fait 0 victoire. Messieurs, je vous remercie tous les 3 pour cette émission. On remercie bien évidemment aussi Louis qui n'est pas avec nous, qui nous a quittés, et Pierre qui ne pouvait pas être avec nous, mais on remercie toute l'équipe. N'hésitez pas à vous abonner après cette très longue vidéo. Bien évidemment, du contenu arrivera sur tous les championnats durant la saison, sur la F1, sur la F2, sur la F3. Exactement, Paul nous dit paix à son âme sur Louis. Effectivement, il nous a quitté trop tôt, ce jeune homme, mais c'est ça de supporter une écurie qui a sa voiture en orange. À la fin, on le paye. Merci messieurs, et puis on se dit à la prochaine pour le Grand Prix de Bahreïn sur Multi 21. Salut. Salut. Salut à tous Salut et à abonnez-vous. tous.